Alors, Chateaubriand, rien que le nom, ça évoque tout un pan de l'histoire de France, pas vrai? Mais voilà, derrière l'écrivain, derrière l'homme d'État, il y a une contradiction, une vraie tension. C'est là-dedans qu'on va plonger. Oui, c'est la question en fait. Comment on fait pour le définir ce personnage? Écrivain? Homme politique? Aristocrate? On a l'impression qu'il faut choisir. Mais en réalité, et c'est ça qui est fou, il était tout ça, en même temps. Et c'est ça le cœur du problème. D'un côté, on a le père du romantisme français, l'artiste, celui qui a mis des mots sur les mots d'une génération. Et de l'autre, ministre des Affaires étrangères, le pragmatique, l'homme de pouvoir. Franchement, comment un seul homme peut-il être ces deux personnes à la fois? C'est un grand écart permanent. Eh bien voilà, on peut l'appeler comme ça, le paradoxe Chateaubriand. Parce que la grande question, ce n'est pas juste de savoir qu'il avait ces deux facettes, c'est de comprendre comment elles ont pu coexister, et même plus, comment elles se sont nourries l'une l'autre pour créer cette figure absolument unique de l'histoire française. Alors, pour commencer à dénouer ce paradoxe, il faut revenir aux racines. À l'origine de tout, son sang. Son identité d'aristocrate, ce n'est pas juste une étiquette, non. C'est vraiment la clé de voûte de toute sa pensée, de toutes ses actions. Mon sang atteint les bannières de France. Voilà. Cette phrase, la devise de sa famille, ce n'est pas juste une jolie formule. C'est un engagement, un serment qui traverse les siècles. Ça l'ancre complètement dans un monde qui n'existe presque plus. Un monde d'honneur, de loyauté absolue à la couronne. Et quand on parle d'héritage, le mot est faible. C'est vertigineux. Imaginez un peu, une des plus vieilles familles nobles de Bretagne. On remonte jusqu'au XIe siècle. Des fondateurs de châteaux, des barons, des amiraux, des générations et des générations au service des ducs de Bretagne, puis des rois de France. Lui, François-René, il est l'héritier direct de tout ce vieux monde. Ok, donc on a l'héritage, le sang, le passé. Mais si ses racines le tirent en arrière, son esprit, lui, est déjà dans le futur. Et c'est là qu'on découvre l'autre Chateaubriand, le créateur, le pionnier du romantisme. Ce qu'il a fait, et c'est ça qui est génial, c'est qu'il a réussi à mettre le doigt sur un sentiment tout nouveau, une sorte de mélancolie moderne qui flottait dans l'air après la Révolution. Il a donné une voix à toute une jeunesse qui se sentait complètement perdue, coincée entre un monde ancien qui n'existait plus et un avenir qui n'était pas encore là. Et pour bien mesurer son impact, il faut voir d'où l'on vient. Avant lui, il y avait Rousseau, bien sûr. Rousseau avec ses interrogations. Qu'ai-je fait ici-bas? Je meurs sans avoir vécu. Il avait déjà planté la graine, cette idée de la désillusion, de l'introspection un peu douloureuse. Et là-dessus arrive Chateaubriand. Et il répond. Et quelle réponse? On habite avec un cœur plein, un monde vide. Et sans avoir usé de rien, on est désabusé de tout. C'est une formule incroyable. Ça résume tout. Ce n'est plus juste une plainte personnelle, ça devient le diagnostic de toute une époque. Le drame romantique, c'est ça. Et ce sentiment, il va même lui donner un nom qui va rester dans l'histoire, le mal du siècle. Et attention, ce n'est pas juste être un peu triste, hein. C'est une vraie condition existentielle, un mélange d'ennui, de mélancolie, de désillusion. En décrivant ça à travers son personnage René, il ne fait pas que de la littérature. Il définit l'ADN de toute une génération. Mais alors, attention, Chateaubriand, ce n'est pas juste un écrivain enfermé dans sa tour d'ivoire. Pas du tout. Il a plongé, mais alors il a plongé corps et âme dans l'arène politique de son temps. Une arène au moins aussi chaotique que ses propres passions. Et son parcours politique, c'est un vrai roman. Il commence sous Napoléon. Puis, paf, il démissionne en 1804 après l'exécution du duc d'Enghien. Question d'honneur. Plus tard, sous la Restauration, il revient en force. Il devient ministre des Affaires étrangères. Le sommet. Et puis, rebelote en 1830, nouvelle révolution, le roi est chassé et Chateaubriand, fidèle à ses principes, plaque tout et se retire. Et sa pensée politique, elle est à son image, pleine de nuances. C'est un monarchiste, oui, de cœur et de sang, mais il est farouchement opposé à l'absolutisme. Ce qu'il veut, c'est une monarchie constitutionnelle, avec une charte, des libertés. Et surtout, c'était un défenseur acharné de la liberté de la presse. En fait, toute sa carrière politique, c'est le reflet de son grand écart personnel. C'est l'homme de l'Ancien Régime qui essaie de trouver sa place et d'en construire une pour la France dans ce nouveau monde post-révolutionnaire. Il essaie constamment de jeter un pont entre le passé et l'avenir. Alors, au bout du compte, que reste-t-il? Comment toutes ces pièces du puzzle s'assemblent? Eh bien, c'est peut-être ça son plus grand héritage. Il n'est pas juste un homme d'un monde, mais un homme entre deux mondes. Mieux, il est le pont entre ces deux mondes. Et là, tout devient clair. On a l'aristocrate, l'homme du passé,
pétri d'honneur. On a le romantique, l'homme de l'avenir, celui qui sent les angoisses de la modernité. Et au milieu, on a l'homme politique, l'homme du présent, obligé de naviguer dans la tempête. Il n'était pas l'un ou l'autre, il était l'intersection des trois. Et ça nous laisse sur une pensée assez vertigineuse, finalement. Quand on regarde la vie de cet homme, tiraillé entre un monde qui s'éteint et un autre qui naît dans la douleur, est-ce qu'on ne voit pas, en fait, une sorte de miroir de la naissance de notre propre monde moderne? Un monde plein de contradictions, de promesses et de désillusions, exactement comme lui.